Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm. Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur un sujet fascinant mais difficile, le commerce de l'agriculture. Je suis Cecilia Malmström, je travaille à Peterson Institute for International Economics. J'ai le plaisir de présider cette table ronde aujourd'hui où nous allons parler du rôle très important que joue l'agriculture pour fournir des moyens de survie aux agriculteurs et réduire l'insécurité alimentaire. Nous avons aussi des problèmes de durabilité, les changements climatiques, des difficultés, des dangers pour le bétail, pour les cultures, et on sait que de nombreuses personnes souffrent encore de la faim. Le secteur de l'agriculture est caractérisé par beaucoup de protectionnisme, et depuis l'accord de l'agriculture en 1995, nous avons lancé des réductions des subventions, du travail sur les obstacles au commerce. Beaucoup de travail a été fait à Nairobi en 2015 en matière d'interdiction des subventions à l'agriculture. Mais comme vous le savez tous ici, l'agriculture ne s'est pas accrue comme la fabrication de produits ou les services parce qu'on n'arrive pas à l'intégrer parfaitement dans les règles de l'OMC. Année après année, nous n'avons échoué à arriver à des résultats concrets. Nous avons des comités, des groupes de travail, des documents de salle, des amendements, des déclarations, des ministériels, etc., etc. Il est grand temps d'avoir une nouvelle approche. Il faut trouver une façon pour s'en sortir de façon juste, transparente et durable. Il faut maximiser les ressources mondiales et arriver à un commerce plus juste. Il faut accélérer les choses. Il faut avoir un système qui garantisse la sécurité alimentaire et les moyens de survie. Et pour résoudre ce petit problème, nous avons à nos côtés une très belle table ronde, une très belle tribune qui nous aidera à voir comment nous pouvons avancer et ce qu'il faut que l'on fasse pour revoir les choses. J'ai à mes côtés Madame Beth Bechdel, qui est directrice générale adjointe pour la FAO, Fondation pour l'agriculture et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Ensuite, nous avons Madame Diana Mondino, qui est ministre des Affaires étrangères de l'Argentine, Inu Manak, qui travaille à Washington, et Andrea Porro, qui est responsable de l'Organisation des agriculteurs mondiales. Donc, vous êtes tous les bienvenus à nos côtés. Nous aurions dû avoir à Monsieur Pradim Smita, secrétaire général de CATS International, qui est une société basée en Inde, une ONG en Inde. Il a dû malheureusement annuler au tout dernier moment pour des raisons de santé. Donc, on connaît le problème. Maintenant, que faire ? J'aimerais poser une question à nos intervenants. J'aimerais qu'ils nous expliquent où sont les problèmes principaux et est-ce qu'il y a une voie qui peut s'ouvrir vers une réforme, nous amener à une réforme. Et si nous avons du temps, je sais qu'il y a de nombreux experts en salle, je vous inviterai à prendre la parole après l'intervention. Monsieur le ministre Mondino, l'Argentine a une approche quelque peu nouvelle avec le nouveau gouvernement sur cette réforme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Merci, Cecilia. À vrai dire, l'approche de l'Argentine est une approche logique. Laisser nos producteurs produire, les acheteurs acheter au prix le plus bas possible. Nous ouvrons l'économie, nous essayons de mettre fin à tous ces zigzags faits par l'Argentine au cours des 10 dernières années et nous essayons de construire de la confiance envers le monde entier, mais aussi de la confiance en interne. Et nous avons un système basé sur les règles en Argentine, pas simplement à l'OMC. Et pour ce faire, nous essayons, ou nous commençons un processus pour nous conformer à l'OCDE. Nous sommes membres de l'OMC depuis longtemps et nous essayons de rentrer dans ce système basé sur les règles. Tout ceci étant dit, on ne veut pas les règles que l'on a eues par le passé, mais de nouvelles règles qui prennent en compte des incitations pour que les agriculteurs produisent mieux et qui prennent en compte toutes les options que l'on a. Tous les éléments que l'on a et qui ont mis à l'arrêt l'OMC viennent peut-être d'une certaine confusion entre différents mots qui semblent être pareils, mais qui ne sont pas la même chose. La durabilité, la souveraineté et la sécurité. Ils sont très différents et engendrent des éléments ayant des conséquences très différentes. Nous espérons pouvoir améliorer notre agriculture, notre production de bétail et aider le reste du monde à s'alimenter.
Bien, j'espère que nous allons pouvoir approfondir et voir quelle est cette logique dans la pratique. Monsieur Porron, en tant que secrétaire général de l'Organisation des agriculteurs mondiale, vous avez suivi les négociations de très près, et ce depuis longtemps, je l'imagine. Quelle est votre vision de l'extérieur de l'OMC? Quels sont les problèmes principaux d'après vous? Merci beaucoup de cette question et merci de nous avoir invités aujourd'hui pour faire entendre la voix mondiale des agricultures. Nous sommes un regroupement de nombreuses organisations d'agriculteurs, certaines sont ici présentes, ce qui montre combien nous jugeons l'OMC important dans ces négociations. Pour nous, ce que l'on retiendra et ce que l'on a vu dans le monde entier, c'est qu'il est nécessaire d'inclure les organisations d'agriculteurs, leurs représentants, avant de commencer à travailler au niveau international. Il n'y a rien qui permettra de créer un effet au long cours si on n'implique pas ceux qui vont devoir mettre tout ceci en œuvre dès le départ. Et parfois, ce n'est pas le cas. Pas simplement sur le commerce, d'ailleurs. On a de nombreux exemples dans lesquels la construction d'une approche inclusive qui implique les agriculteurs et leurs représentants, inclusion qui doit être faite avant la prise de décision, font que la décision est beaucoup plus inclusive, beaucoup plus efficace et beaucoup plus applicable. Donc, pensez-vous que les agriculteurs n'ont pas été suffisamment inclus dans les négociations dans cette organisation? Tous les groupes nationaux, régionaux, internationaux ne sont pas impliqués au même niveau. Les gouvernements n'ont pas tous travaillé de façon inclusive. Et parfois, les ministres de l'Agriculture, le ministre du Commerce doivent se concerter. Et il faut laisser un espace tel que cette instance est utile et important pour inviter les organisations d'agriculteurs à mieux comprendre le mécanisme et à répéter à leurs gouvernements respectifs la nécessité de les impliquer dans la prise de décision. Les agriculteurs ne peuvent pas toujours être en bout de course. Ceci est très intéressant. Beth, vous êtes secrétaire générale adjointe de la FAO. On parle d'aliments, d'alimentation. Quelque chose qui, je l'espère, est sur la table de tout le monde. Et certains luttent ou sont à la peine pour arriver à mettre de la nourriture sur leur table. Alors pourquoi est-ce que l'on n'avance pas? Merci beaucoup de me donner la possibilité d'être ici pour représenter la FAO. Je pense qu'il y a un certain nombre de façons dont notre organisation, en partenariat avec l'OMC, avec ses membres, travaille sur la transparence des marchés, l'analyse des données, les incitations nécessaires pour les gouvernements nationaux pour que les marchés restent ouverts, pour que les flux commerciaux continuent à être libres, ce qui est très important dans la situation d'insécurité alimentaire que l'on rencontre à l'heure actuelle. Mais j'aimerais me concentrer ici sur quelque chose qui génère une vraie préoccupation pour notre organisation, préoccupation sans aucun doute partagée par mes co-intervenants, parce que aujourd'hui, en 2024, alors qu'on regarde la situation du monde, l'augmentation des problèmes de conflit, la crise climatique et les effets qui continuent à se répercuter de l'effondrement économique suite à la Covid-19 et les autres interruptions budgétaires, fiscales et autres dans toutes les régions du monde, tout ceci pousse de plus en plus de personnes dans des situations de vraie insécurité alimentaire. Et si on regarde les chiffres de 2023, l'année qui vient de se finir, 282 millions de personnes étaient au niveau le plus élevé de l'insécurité alimentaire et de la famine. C'est le système IPC. Il y a les niveaux 3, 4 et 5 qui font passer de l'urgence à la crise à la catastrophe dans le niveau de famine. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce chiffre? 282 millions dans 59 pays du monde et les chiffres ne font que s'aggraver, ils ne s'améliorent pas. Mais la partie la plus importante pour cette assistance et pour cette tribune, c'est qu'on assume et qu'on pense qu'au moins 3/4 de ces 282 millions de personnes sont des agriculteurs. Ils sont des éleveurs, des pêcheurs. Ils dépendent de l'agriculture pour survivre. Ils dépendent de l'agriculture pour alimenter leur famille. Ils dépendent de l'agriculture pour soutenir leur village, leur communauté, leur pays. Nous avons donc une population qui est en danger.
ce qui veut dire que les flux commerciaux sont en danger quand on se retrouve dans une situation de cette nature dans la communauté agricole mondiale. Mais le revers de la médaille est que, d'une certaine façon, garder des marchés ouverts, trouver des façons pour que les flux commerciaux continuent de se passer librement et de soutenir le commerce international est aussi une solution très importante pour ces populations affectées. Donc, réfléchir à comment le commerce intervient dans la réduction des risques, être plus proactif, essayer de mieux positionner les flux de produits de base, penser à la sécurité alimentaire à grande échelle est quelque chose qui, à mon avis, est fondamental dans le déroulé des conversations dans cette organisation. Merci beaucoup, Inou Manak. Dans une perspective des universités, évidemment, les denrées alimentaires, c'est quelque chose de très différent par rapport aux autres produits. Mais pourquoi est-ce si sensible? Pourquoi y a-t-il tant de subventions agricoles qui restent bloquées pendant des décennies? Alors, la nourriture, c'est sensible parce que c'est un besoin essentiel de base. C'est la raison pour laquelle le débat est souvent émotionnel, parce qu'on veut négocier des règles autour des denrées alimentaires. Et ce qui a également, en ce qui concerne l'agriculture, eh bien, les membres de l'OMC sont priés de faire preuve de souplesse dans les négociations. Mais il y a aussi beaucoup de frustration sur le sujet des négociations. Il y a plusieurs décennies de cela. On essaie toujours d'arriver à un équilibre entre donner aux membres suffisamment de marge de manœuvre pour aborder leurs préoccupations nationales et en même temps fournir un noyau dur et dire non, vous devez restreindre aussi les subventions. Si l'on regarde le panorama général des mesures de soutien à l'agriculture et pourquoi il y a tant de frustration, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu d'entités qui peuvent fournir un grand soutien. Si vous regardez par exemple les pays qui soutiennent, eh bien, il y a les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, le Japon, l'Inde. C'est-à-dire 80% de toutes les mesures de soutien. Et si vous regardez le soutien au prix, l'OCDE nous dit qu'il y a beaucoup de variations suivant les produits et suivant les pays, donc les intérêts sont divers, mais l'effet de ces soutiens au prix, si l'on regarde par exemple les chiffres en 2016, cela a des conséquences pour les personnes et les personnes le sentent. C'est la raison pour laquelle le débat devient émotionnel. Mais ce qui est intéressant sur cette question, c'est que peu de pays peuvent apporter un soutien considérable, mais le soutien a un effet favorable sur le développement notamment, mais peut également augmenter les inefficacités, créer de nouveaux déséquilibres, amplifier des déséquilibres existants. Donc le sujet reste controversé. Pour ce qui a trait au soutien au commerce, je crois que l'on va dans la bonne direction. Il y a beaucoup de choses qui tombent dans la catégorie verte, mais beaucoup de débats restent sur la question de savoir ce qui doit s'inscrire dans cette catégorie verte. Mais ce qu'il faut voir également, c'est que lorsqu'on regarde le déclin, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Si l'on voit que les chiffres sont en déclin, cela ne signifie pas que ces domaines dans lesquels on peut quand même avoir des situations de perturbation de marché vont avoir un impact important. Donc, si vous regardez les subventions de 2020 à 2022, il y a une flambée qui a eu lieu. Évidemment, les subventions ont atteint un niveau historique à ce moment-là, 2,5 ou multiplié par 2,5, ce qui est extrêmement considérable. Et maintenant, on a des soutiens au marché de 8 milliards. Donc, c'est extrême. Et si l'on regarde les recherches existantes sur la question, les subventions à l'agriculture perturbent beaucoup plus le marché que les droits de douane. Donc, il n'y a pas de solution facile à cette question. Très bien. Donc, on commence à identifier le problème, la nature du problème. En plus des problèmes bien connus que l'on a vus au cours des dernières décennies, on a un nombre croissant de personnes qui vivent dans des situations de pauvreté, les conflits dans le monde, plus de conflits dans le monde actuellement qu'il y a 60 ans, ce qui évidemment à son tour affecte le quotidien des plus vulnérables. Et puis, on a les défis climatiques, non seulement avec les défis climatiques
pour nous tous, mais évidemment, ce sont les agriculteurs qui sont les plus touchés par les inondations notamment. Comment commencer à aller de l'avant dans un tel contexte? Est-ce que vous pouvez développer un peu plus les propos liminaires? Alors, les questions climatiques sont les premiers. C'est ainsi qu'il faut commencer à renverser la vapeur. J'ai participé à une séance qui parlait d'évolution ou de révolution. Il y a eu des discussions sur la question de savoir s'il y avait des problèmes climatiques et quelles étaient les solutions. Et on nous a dit que cela serait très cher que d'essayer d'arriver à moins d'énergie ou moins de sources d'énergie qui vont appauvrir les populations. Il sera plus cher d'utiliser de l'énergie pour des millions de personnes, mais aussi beaucoup de possibilités. En Argentine, en Uruguay, en Paraguay, dans certains pays africains, nous avons des solutions différentes. Meilleur marché, notamment, par exemple, la photosynthèse, c'est de la capture de carbone. En particulier, les pays pauvres devraient-ils utiliser moins de carbone? Parce que sur les pays pauvres, on a une fraction infime de consommation de carbone. Comment être neutre en carbone? Alors, peut-être qu'on ne peut pas... Nous sommes carrément négatifs en carbone. Nous absorbons la photosynthèse plutôt que de planter des arbres ou de protéger les forêts. Permettez-nous d'avoir des pâturages, d'utiliser des terrains qui ne sont pas productifs et qui peuvent être utilisés pour nourrir le bétail. Ça ne peut pas forcément être du bétail, ça peut être des chèvres, ça peut être des poulets. Enfin, c'est une solution peut-être meilleure que de ne pas utiliser de carbone. Et puis, pour ce qui est des subventions, sont-elles utiles ou non? En subventionnant des processus de production extrêmement onéreux, en Europe notamment, il y a des pays qui ont un système beaucoup plus efficace, par exemple l'Argentine, et cela n'a pas de sens, donc, à mon avis. Il faut avoir, en tout cas, des conditions égales pour tous, mais il faut également élargir un peu ces horizons et voir les choses dans leur ensemble. Pourquoi ne pas arriver à une solution meilleur marché tout en favorisant la production alimentaire et aller vers contre l'utilisation de certaines énergies, très bien, mais envisager aussi la possibilité d'utiliser la production alimentaire comme un système. Un système unique ne va pas fonctionner, mais ce qui va fonctionner, c'est permettre des terrains, des pâturages pour le bétail, protéger les forêts. Alors, nous le savons tous, on a parlé dès l'école primaire. Et quel type de décision internationale est-ce qu'il faut pour y arriver? Moins de subventions, moins de subventions. Et puis des marchés ouverts pour tous les producteurs, avec la qualité nécessaire, évidemment, les règles qui vont avec et avec lesquelles il faut entrer en conformité, mais ouvrir les marchés et supprimer les droits de douane. Je vois des hochements de tête. Alors, Beth, il y a plusieurs forces en action sur lesquelles il faut expliquer un peu les choses. La priorité doit être de garder les marchés ouverts, effectivement. Comme nous le savons tous, la population va croissante en Afrique, dans le sud-est asiatique. Si l'on regarde ce qu'il faut pour atteindre les cibles qui ont été fixées pour les ODD, nous, à la FAO, nous veillons à ces ODD, notamment la zéro faim, l'objectif de zéro faim. Et c'est d'ailleurs un des objectifs d'ici 2050. Et c'est d'ailleurs le programme des ODD 2050, ce n'est pas si éloigné. Et il faut atteindre les objectifs et les demandes de cette population croissante, s'assurer que l'on protège notre empreinte environnementale. Et c'est très difficile pour l'agriculture actuellement, parce que d'une part, l'agriculture
est prié de s'assurer que, de façon collective, on élimine la faim, la pauvreté, etc. Mais la pression qui émane de ce seuil de 1,5 degré, eh bien, fait que beaucoup regardent l'agriculture comme une partie du problème, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et il y a beaucoup d'aspects du secteur agricole qui sont essentiels pour les gouvernements nationaux, pour les organisations d'agriculteurs, et ce sont les leviers sur lesquels il faut travailler. Alors, certains peuvent avoir trait aux cultures, d'autres l'innovation, arriver à des cultures ou des graines qui soient résistantes à la sécheresse, par exemple, l'utilisation une meilleure utilisation des engrais, la consommation de protéines. Peut-être qu'il faudrait avoir des directives modifiées pour arriver à un équilibre. Mais il y a aussi l'eau, il y a l'aquaculture, la sylviculture. Et pour chaque gouvernement national, pour chaque secteur, ce sont des questions émotionnelles, des questions très protégées, parce que c'est économiquement viable, c'est très important. Les moyens de subsistance de millions de personnes sont en jeu. Pour ceux qui sont dans la salle, je vous le mets sur la table. Nous concentrons sur le gaspillage alimentaire. Nous pensons que c'est une possibilité d'attirer l'attention et d'arriver à de meilleures approches, de meilleures pratiques. Un tiers de ce qui est produit est soit perdu, soit gaspillé en ce qui concerne la production alimentaire au niveau mondial. Et il faudrait regarder peut-être différentes politiques faciles, entre guillemets, des compromis faciles. Dans un secteur, nous savons qu'elles ont peut-être des implications négatives sur un autre secteur ou d'autres mandants. Donc, de façon collective, si l'on pense à des solutions pour l'agriculture, il faut trouver des points communs, des dénominateurs communs. Et cela peut être ces domaines-là, réfléchir à l'importance d'arriver à mieux nous en sortir en chaîne d'approvisionnement, logistique. Et je sais que beaucoup de personnes dans la salle se concentrent sur cette question, notamment dans les canaux commerciaux. Qu'en pensez-vous, Andrea? Évidemment, vous représentez les agriculteurs. Beaucoup de pays ont leurs spécificités, donc il n'y a pas d'approche fourre-tout. Les agriculteurs, vous l'avez dit, ont la sensation de ne pas être suffisamment entendus dans les négociations. Or, ils sont là, ils travaillent, ils doivent être entendus. Quelle est la réponse de vos membres de votre organisation? Merci beaucoup. Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais rebondir. Des thèmes très inspirants ont été mentionnés. Un défi pour beaucoup d'agriculteurs et parfois il y a la sensation que quelque chose ne fonctionne pas. Mais le message de mes membres est le suivant. Jusqu'à la CM13 et pendant la CM13, on a demandé à l'OMC une politique que nous avons votée au niveau interne et qui a dégagé un consensus de répéter l'engagement de soutenir ce processus pour arriver à une amélioration multilatérale du système commercial multilatéral. Et nous demandons à l'OMC de se rappeler que nous sommes les avocats des agriculteurs pour une approche pragmatique. Nous ne voulons pas de système qui perturbe les marchés, mais il faut aussi garder le système de règlement des différends, notamment. Les subventions aussi. Alors, il y a quelque chose qui doit être dit. Nous nous rappelons tous des différentes variations des prix qui ont affecté principalement les agriculteurs et qui ne leur ont pas permis de répercuter les coûts sur leur production. Nous travaillons actuellement sur des marges extrêmement serrées. Les agriculteurs et les familles d'agriculteurs qui sont à nos côtés connaissent des difficultés liées à des troubles politiques, la spéculation, des difficultés au niveau de la chaîne de valeur, les changements climatiques, les catastrophes naturelles. Ils pensent qu'ils sont au cœur même de la difficulté. Ils doivent beaucoup se renouveler, mais n'ont que peu de soutien. Et cela montre également que les agriculteurs
ne sont non seulement les pilotes de la biodiversité, mais ils sont des acteurs économiques. Ils doivent être reconnus en tant que tels. Of course. Puis-je compléter? Oui, bien sûr. Alors, si vous aviez invité l'OIT, qui habitait ici avant, on ne pourrait pas du tout laisser les travailleurs en dehors de la discussion. Il faut avoir le secteur privé, il faut avoir les entreprises qui produisent, les gouvernements et les travailleurs. Mais là, on laisse les agriculteurs hors de l'équation. Et parfois, nous, dans ce type d'instance, on entend dire que l'on protège les consommateurs, mais ce n'est pas le cas. Parce que finalement, on impose des taxes pour subventionner quelqu'un qui va finalement être affamé. Ça n'a pas de sens. C'est la façon dont les choses ont été organisées qui doit changer. Il faut qu'on prenne en compte tout le monde et qu'on comprenne que ces gens-là payent pour quelque chose qu'ils ne reçoivent pas. Les choses vont changer un jour ou l'autre. Donc les agriculteurs, vu que ce sont ceux qui produisent, sont ceux qui devraient dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je vais d'ailleurs lui facturer ce commentaire. Oui, on réglera tout ceci en marge de la réunion. Vous avez entendu Andrea nous dire que ce qu'aimeraient les agriculteurs, c'est plutôt pas mal, non? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et que peut-on faire pour le faire, finalement? Alors, je pense que les changements sont à l'œuvre. On dit, oui, les agriculteurs ont besoin de plus de soutien. C'est très bien. Je pense que personne ne va s'opposer à cela, sur le principe. Mais ils ont aussi dit qu'ils voulaient moins de mesures qui représentent de la distorsion au commerce. Oui, mais comment arriver à trouver cet équilibre? Ce n'est pas facile à faire. C'est facile de dire on va vous donner plus d'argent, on va vous donner plus de soutien au prix, etc. Mais cela est une distorsion. Donc je pense qu'il faut voir ce sujet de façon très différente. Le paysage commercial de l'agriculture a beaucoup changé. On ne peut pas penser à cela dans les mêmes termes que ce que l'on disait il y a 30 ans. Il faut voir ce qu'est le marché durable de l'agriculture pour les 30 ans à venir. Et je pense que pour cela, il faut arrêter de se concentrer comme les subventions étant moins de subventions est la solution ou plus de subventions sont la solution. Parce que les subventions, c'est une distorsion, ça ne marche pas. Une des choses que l'on voit maintenant avec la multiplication des subventions dans le secteur industriel, on se rend compte, ça génère des tensions géopolitiques, ça génère des problèmes dans lesquels il faut que l'on résolve des problèmes qui sont des problèmes mondiaux. Et l'agriculture est un problème mondial. Ce n'est pas mes agriculteurs, vos agriculteurs. On est dans un marché mondial où ce que l'on produit dans un pays a une incidence sur le reste du monde. Ce n'est pas simplement ce que l'on fait chez nous, c'est pour l'avenir durable. Donc c'est très bien d'entendre parler de plus de soutien. Mais j'aimerais savoir comment est-ce qu'on attribue ce soutien pour qu'il ne représente pas la distorsion au commerce. Comment on fait pour que les plus pauvres y aient accès? Aujourd'hui, on se rend compte, ceux qui touchent les subventions sont les plus grands producteurs. Donc dans un marché très lourdement subventionné, on se rend compte que les petites familles d'agriculteurs ne reçoivent pas le soutien. Je peux parler des États-Unis, les États-Unis que je connais bien, où il y a des grandes fermes, mais il faut bien réfléchir. Quel est le type de soutien qu'on veut? Comment est-ce qu'on peut arriver à le flécher correctement? Et comment on peut faire ceci correctement à chaque fois? Comme vous le dites, ça fait 30 ans qu'on parle de tout cela. Et bien entendu, nous savons que c'est un sujet complexe. Il s'agit des stocks publics, contrôle d'exportation, mécanismes de sauvegarde, beaucoup de transparence et d'ombre. Et tout ceci fait qu'il est difficile de savoir ce qui se passe. C'est le cas pour de nombreuses subventions, mais prenons les subventions de l'agriculture, c'est ce qui nous concerne ici. Et ensuite, il y a le coton, et encore d'autres sujets. Faut-il recommencer tout de zéro? On a les problèmes, on pourrait dire, voilà, les problèmes perdurent, mais tout a tellement changé avec les changements climatiques, avec l'insécurité alimentaire qui devient tellement visible pour autant de personnes. Vous avez parlé de 282 millions de personnes qui n'arrivent pas à mettre de la nourriture sur leur table au quotidien. C'est énorme comme chiffre. Aucun d'entre nous n'a été depuis très longtemps dans les négociations, mais a-t-on besoin d'un tout nouveau mandat ou faut-il
fragmenter les négociations et voir sur quel chapitre on peut faire des progrès, et puis tel chapitre on le laisse pour un peu plus tard, celui-ci pour encore plus tard, ou alors est-ce qu'il faut tout faire en même temps, parce que finalement tout faire en même temps c'est ce qui a fait échouer les ministériels année après année. Est-ce que vous recommandez de revoir totalement le mandat, ou est-ce qu'on essaie de collecter les fruits qui sont pratiquement à maturité? Allez-y, vous pouvez parler, c'est confortable pour vous, vous n'avez pas à participer aux négociations. Donc oui, en effet, je n'ai pas de billes dans le jeu. Mais je ne pense pas qu'il faille jeter tout ce qu'on a déjà sur la table. Mais je pense qu'il faut être pragmatique. Je comprends bien que chacun a une position et que personne ne veut renoncer à sa position. C'est la nature des négociations commerciales. Mais il faut voir où on peut trouver des points communs, des points de consensus, de rapprochement et travailler sur ces domaines-là. Inutile de tout régler en même temps, c'est pas possible de tout régler d'un seul coup. Donc je pense qu'il faut voir les secteurs dans lesquels on peut avancer maintenant et utiliser ceci comme tremplin pour continuer à avancer sur les autres sujets qui sont dans l'impasse. Donc je pense qu'on a une opportunité, une chance ici pour la prochaine ministérielle pour dire l'agriculture est importante, donc abordons les sujets sur lesquels on peut aboutir à quelque chose et continuons à travailler. Je pense que tous les négociateurs ont de très bonnes idées. J'ai vu des propositions magnifiques sur la table. Donc peut-être faut-il juste laisser retomber un peu le soufflet et se demander que peut-on faire maintenant et que faudra-t-il faire demain. Et la prochaine ministérielle sera au Cameroun, en Afrique. Pensez-vous que cela pourrait être un avantage? Les pays africains et les autres se réuniront? Oui, oui, complètement. Ça se passe en ce moment. Beaucoup de travail est fait déjà par les négociateurs, les différents groupes de travail. Mais est-ce que ceci pourrait inciter les négociateurs à avancer? Si la localisation influençait, partons tous en Afrique. Mais la situation est qu'il faut qu'on avance. Il y a peut-être des fruits pratiquement à maturité. Alors s'il y en a, pourquoi pas les ramasser? Mais finalement, il faut peut-être parler d'énergie renouvelable, de ressources renouvelables. Si on parle d'aliments, de nourriture, c'est quelque chose qui touche notre quotidien. Mais c'est quelque chose qui se répète année après année, puis les problèmes se répètent, les problèmes de prix, etc. Mais si on se dit qu'il faut que les personnes puissent produire autant que possible, si possible en gagnant un peu d'argent, cela aidera. Les discussions à l'OMC sont dans l'impasse depuis longtemps, comme vous l'avez dit. Faire les choses partiellement nous aiderait sans aucun doute. Si vous voulez faire un marathon, certaines personnes comme moi commenceraient par acheter des baskets, même si je ne vais jamais au gymnase. Mais il faut commencer par aller dans un gymnase, pour faire un petit régime, parce que même si vous avez des bonnes chaussures, vous n'arriverez pas à courir un marathon. Donc si le fruit pratiquement à maturité, c'est d'acheter des baskets, achetons les baskets. Mais il faut en parallèle aussi se mettre au régime, aller dans la salle de gym, s'entraîner. Il faudra le faire après. Tout le monde a divorcé au moins une fois par an. Donc, il faut accepter de laisser partir certaines choses. Ouh, je ne suis pas sûre de cette statistique. On y reviendra dans la prochaine table ronde. Alors, par quoi commenceriez-vous? Vous achetez des baskets? Et que serait cet achat de baskets dans l'agriculture? Alors, je suis biaisée par le cas argentin. Alors, nous avons les marchés sont fermés. Nous imposons aussi nos propres producteurs. Donc, il faut qu'on commence par régler nos propres problèmes, s'attaquer à nos problèmes budgétaires et aux impôts imposés à nos agriculteurs, et ensuite ouvrons les marchés. Laissons les Africains acheter où ils veulent, vendons aux autres, ouvrons nos marchés. Certains ne peuvent pas produire à un prix spécifique parce qu'ils ont un problème d'infrastructure, de climat ou autre. Il faut juste que tout le monde soit sur pied d'égalité, ou un peu plus qu'à l'heure actuelle. Bien sûr, nous avons nos propres problèmes en interne, hein. Et bien entendu, les conditions sont bien différentes d'un pays à l'autre. Andrea, par où pouvons-nous commencer? Quel est le fruit pratiquement à maturité? Alors, je vais me répéter. Commençons par les agriculteurs. Commençons par les représentants d'agriculteurs. De nouveau, les acteurs économiques qui travaillent avec la nature au quotidien seront concrets avant tout. Et je pense que la prévisibilité, la stabilité sont les deux piliers
qui permettrait de réunir tous les agriculteurs du monde. Mais j'aimerais aussi rajouter un élément qui, sans aucun doute, n'est pas forcément à maturité, mais très souvent, dans ces débats sur l'agriculture, on se dit que on regarde le début et la fin de la chaîne, l'agriculteur et le consommateur. Mais entre les deux, il y a une industrie et de nombreux éléments qui composent cette chaîne de valeur. Les agriculteurs ont parfois l'impression qu'ils sont la composante, la variable de l'équation. Mais quand ils sont en plus en situation d'instabilité, alors l'impasse est obligatoire. Donc là, les agriculteurs veulent de la prévisibilité et de la stabilité. Ils veulent aussi être interrogés, être impliqués, qu'on leur demande de quoi avez-vous besoin pour vraiment déployer votre plein potentiel. Je pense que c'est ce qui peut être fait rapidement. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu, mais nous travaillons avec beaucoup d'organisations d'agriculteurs, nous les réunissons et ils arrivent à trouver un consensus sur de nombreux éléments, tels que ce que j'ai présenté précédemment. C'est dur, c'est complexe, ça demande beaucoup de volonté, la volonté de vouloir travailler sur les similarités plutôt que les différences, sur les points communs plutôt que sur les différences. Et je le répète, stabilité, prévisibilité du marché, c'est quelque chose qui peut vraiment débloquer la possibilité pour les agriculteurs pour qu'ils se développent. Alors, il faut que je sois quelque peu prudente, peut-être. J'ai dit très clairement, et je dis très clairement que ce commentaire ne représente pas forcément la FAO. C'est la pièce est fermée, dit la présidente. Cela vient de ma réflexion personnelle. Il y a 25 ans ou plus, j'étais membre du personnel du comité de l'agriculture du Sénat des États-Unis et je travaillais sur les projets de loi sur l'agriculture aux États-Unis. Et je me souviens très clairement une expérience qui, pour ceux d'entre vous qui avaient participé à ce genre d'organisation, eh bien, vous recevez souvent des lettres demandant et vous avez la réponse automatique. Merci de nous avoir consulté, de nous avoir fait rapport sur ce point-là, etc. Et à l'époque, le formulaire, la lettre type que l'on renvoyait aux partenaires, c'est « Nous vous assurons que notre priorité numéro 1 est d'avoir des approvisionnements en aliments sûrs, abordables et en quantité ». C'est ce que l'on disait. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a 25 ans, ce dont on parlait, c'était la production et encore la production. Si on remonte encore plus dans l'expérience des États-Unis, il y avait des slogans. Il fallait planter d'une barrière jusqu'à l'autre, utiliser chaque hectare de toutes vos exploitations autant que vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que les choses ont évolué. Il ne faut pas tout recommencer de zéro, mais observer les progrès. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a un système agricole aux États-Unis qui se concentre sur le fait d'être un système alimentaire. Et du point de vue des Nations Unies, se concentrer maintenant sur les systèmes alimentaires, l'approche par système de comment le climat, la préservation, la recherche et le développement, les garanties et la gestion des risques, comment tout ceci commence à converger. Est-ce qu'on a le bon équilibre? Est-ce qu'on a les bonnes complémentarités entre tous les systèmes de soutien nationaux de tout type? Sans doute que non. On a encore des problèmes, mais je peux vous dire que je pense réellement qu'il y a eu une tendance dans laquelle l'agriculture et les agriculteurs qui sont intégrés à ces décisions et demandent régulièrement des approches et des soutiens de différentes natures. Ils essaient et ils voudraient être dans une situation où ils peuvent contribuer plus activement à la préservation des ressources naturelles, une situation dans laquelle ils peuvent diversifier leur production, où ils peuvent se concentrer sur des productions à plus grande valeur ajoutée, de plus grande qualité, qui leur ouvrent des opportunités de marché. Je pense donc vraiment qu'il y a une trajectoire qu'il faut bien garder à l'esprit, mais l'approche par système et le fait que l'on utilise tous les mêmes approches en pensant de système alimentaire, de transformation et la façon dont on met en place ces solutions est
d'un élément sur lequel il faut travailler. Il faut qu'on ait les mêmes rhétoriques, il faut qu'on établisse les mêmes priorités, et ce, à cause de la situation qu'on a décrite au début de la réunion, à savoir l'état du monde, qui est bien différent de ce qu'il était il y a 25 ans. La situation économique est différente, la situation climatique est différente, la sécurité mondiale est bien différente, et on a vraiment un sentiment d'urgence aujourd'hui, et je pense donc qu'il est grand temps que l'on essaie d'avoir des solutions plus intégrées dans ces approches pour apporter du soutien aux agriculteurs. Urgency. Y a-t-il une compréhension politique de cette urgence? Parce que nous avons des centaines de millions de personnes qui meurent de faim. Nous avons ces difficultés agricoles. Nous avons un défi climatique aigu. Y a-t-il ce sens de l'urgence parmi les milieux politiques lorsque vous rencontrez les ambassadeurs, lorsque vous négociez ici à l'OMC? Est-ce que vous avez cette sensation d'urgence? On ne peut pas continuer à parler pendant 40 ans encore. Je pense qu'il y a une certaine reconnaissance de ce sentiment d'urgence. La question à laquelle il faut répondre est qu'est-ce que nous sommes disposés à faire pour y remédier? Et c'est maintenant que se pose ce défi. Il y a une reconnaissance, certes, mais en tout cas, de notre côté, nous voyons dans beaucoup trop de pays que l'on gère les affaires courantes et on n'envisage pas la communauté globale, on regarde plutôt son précaré, ses intérêts nationaux et les dynamiques politiques font que les choses vont dans une ou l'autre direction et ce n'est pas toujours vers chercher des compromis sur ces questions. Il y a une reconnaissance, mais certains d'entre nous ont besoin d'y aller un peu plus fort et d'aller vers des compromis, des solutions de compromis et vraiment attirer l'attention sur même si l'on ne vient pas d'un contexte agricole où il y a différents points de vue, c'est le moment. Et l'on essaie vraiment avec l'Organisation mondiale des agriculteurs et leur dire nous avons vraiment la possibilité de faire partie de la solution. Et ce discours, alors, il semble que l'on le répète à l'envi depuis très longtemps. Certaines personnes sont lasses d'en parler, s'en ont marre également. Si l'on vient du Midwest aux États-Unis depuis des générations, moi je sais le sentiment qui règne, la contribution de mon grand-père, de mon père à la communauté, et parfois l'impression de ne pas être entendu, d'être laissé de côté et d'être considéré comme étant partie du problème alors qu'il y a beaucoup d'investissements, de nouvelles solutions. Les agriculteurs essaient vraiment de s'améliorer, ils essaient vraiment d'apporter leur contribution, ils connaissent leur rôle dans ce monde. Et donc, nous devons vraiment, pour certains d'entre nous, être de meilleurs interlocuteurs pour eux et de meilleurs porte-parole. Y a-t-il suffisamment de volonté politique et de sensibilisation à la situation? Non, aucune. Merci. Je peux préciser un peu ma pensée si vous le souhaitez. Non, il y a beaucoup de malentendus, comme ce qui a été mentionné, un malentendu sur ce qui se passe. Il y a plus de votants que de citoyens, mais ces derniers mangent également, mais ils forcent les agriculteurs à vendre à un prix vil pour qu'ils puissent continuer à élire les personnes qui imposent ces restrictions. Et puis, la discussion, comme ce qui a été mentionné, sur l'innovation, etc. Et pense, alors, je ne sais pas si vous avez un yaourt, vous dites, alors c'est très bon pour la santé, et vous avez une image d'une vache sur le yaourt, etc. Mais il faudrait changer la perspective. On a des familles très pauvres. Vous avez en Afrique peut-être 2, 3 vaches par domaine. Et puis, il y a beaucoup d'agriculteurs qui perdent de l'argent. Et ce n'est pas compris de façon correcte, en tout cas par les politiques. C'est-à-dire que les agriculteurs doivent veiller sur le terrain. Ce sont les meilleurs garants de la santé de leur terrain.
ils n'ont pas du tout considéré cette dimension. Au contraire, ils imposent des restrictions. Mais sachez que si on ne le fait pas, on détruit le capital de ces agriculteurs. C'est tout à fait crucial. Les agriculteurs prennent soin de leurs terres beaucoup mieux qu'aucun règlement. Et les consommateurs, eux, souhaitent payer moins. Alors, plutôt que d'accorder des subventions avec ensuite des impositions, pourquoi ne pas éliminer le tout pour avoir davantage d'argent à disposition? Il y a beaucoup de secteurs qui doivent ensuite compenser les choses. Alors, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais peut-être en quelques années, on peut y arriver. Mais il faut comprendre la chose suivante. Nous parlons à des personnes qui veulent protéger ce qu'elles font. Elles veulent faire de l'argent, évidemment. Elles veulent gagner leur vie. Mais elles veulent aussi dire au reste du monde qu'elles savent ce qu'elles font et qu'elles le font mieux que quiconque. Et encore une fois, je crois que vous pouvez compléter ma pensée si vous le voulez. Si vous aviez les résultats à portée de main, ce seraient lesquels? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de façons de commencer cette conversation sur la production et peut-être revenir à ce qui a été dit par Beth sur le climat et sur la façon dont le climat est devenu le prisme à travers lequel on voit l'agriculture. Maintenant, les priorités ont changé. Ce que l'on essaie de voir en priorité dans ce panorama, c'est cela maintenant. Et évidemment, la FAO a commencé ce programme Changement climatique, agriculture. Si vous ne le connaissez pas, lisez sur le sujet, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de matériel sur le site web. Il est important de se concentrer sur cette question parce que l'agriculture contribue énormément aux émissions de gaz à effet de serre, mais il y a d'autres façons il y a des façons d'y remédier. On peut améliorer les activités par le biais d'investissements dans beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, mais il faut aussi voir comment on peut réallouer des subventions existantes pour aller vers une agriculture plus intelligente. Et c'est ce qui peut peut-être inciter les membres à réfléchir de façon plus créative au régime de subventions et comment faire en sorte de supprimer ce qui est mauvais, le transformer en quelque chose de positif, pas seulement dans un système de formation, mais aider les agriculteurs qui en savent beaucoup plus que certains négociateurs assis dans la salle sur ce qui est bon pour leur terre, leur culture et pour tout leur écosystème. Donc, je crois que c'est une conversation à plusieurs niveaux que nous devons avoir, l'importance du climat pour l'agriculture, notamment. Andrea, ce printemps en Europe, mais également en Inde, au Japon et dans de nombreux endroits du monde, je crois qu'au Mexique également, il y a eu beaucoup de manifestations d'agriculteurs. Dans l'Union européenne, cela avait trait aux élections à venir et aux discussions relatives au rôle que jouait l'agriculture dans la transition verte, mais aussi beaucoup de frustration mélangée à des sentiments anticommerciaux, etc. Vous avez dit qu'il faut entendre, écouter les agriculteurs, leurs frustrations qui se manifestent dans les rues. Et vous l'avez dit, ce n'est qu'une portion infime des agriculteurs. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas présents. Comment arriver à un soutien public de la communauté des agriculteurs sur ce qui doit être fait, réforme du système, mais aussi le fait de verdir l'agriculture et le système agricole. Oui, alors j'ai eu l'occasion de participer à une discussion très intéressante, un webinaire organisé par l'OMC ce matin, et l'accent c'était sur l'Union européenne, mais dans l'intervalle, vous avez dit qu'il y a eu aussi des agriculteurs qui ont manifesté en Inde notamment. Pendant la mise en contexte, les agriculteurs disaient être déçus de la taille de ce que l'on crée autour d'eux. Et puis,
Ils ont dit que, moi je dirais que les agriculteurs n'étaient pas dérangés par cela, mais par le type et la modalité des demandes qui étaient faites. Les agriculteurs souvent sont des PME et au-dessus des fermes, il y a des systèmes beaucoup plus complexes et on laisse de côté les cercles électoraux. Les agriculteurs essaient de régler les règlements qui sont descendants, notamment, et les agriculteurs pensent que, en fin de compte, les décisions prises autour de l'agriculture vont être plus impactées par ces actions. Et cela s'éloigne un peu de la question du climat parce que dans les incitations en faveur du climat, on voit les complications qu'il y a à ne pas impliquer les agriculteurs dans la conception d'un système qui pourrait être positif et qui pourrait vraiment être porteur de changement. Je vais me citer moi-même, c'est un peu étrange, mais les agriculteurs, si vous êtes dans le rouge, vous ne pouvez pas verdir. Et ça, c'est une question tout à fait essentielle. Si vous êtes marginalisé, vous êtes forcé de réduire les prix de vos produits. Toutes les transformations qu'on essaie de vous imposer ne sont pas réalisables. Cela semble être une montagne pour les agriculteurs. Ils ont l'impression qu'ils sont laissés de côté, qu'on leur laisse toute la responsabilité du système alimentaire. On leur demande d'être plus intelligents au niveau agriculteur, plus favorables à l'environnement, etc., etc. Mais ce qui est important ici, c'est cela. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer que les agriculteurs obtiennent le soutien dans le fait d'identifier les réformes qui sont pertinentes pour leur secteur. Ils savent mieux que nous, mais ils ne doivent pas être laissés tout seuls dans cette discussion, évidemment. Oui? Oui, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit. Je ne suis pas sûre de savoir quand est-ce que les choses se sont terminées, mais dans les années 50 ou 60, il y a eu une sorte de contrat tacite signé entre les consommateurs et les agriculteurs qui s'est effacé en quelque sorte. Pendant cette période, en tout cas, il y avait une compréhension de la part des consommateurs que la nourriture qui était produite pour eux était sûre, elle était de grande qualité et il y avait une certaine acceptation de la part des consommateurs sur ce qui était l'approvisionnement alimentaire pour eux. Aujourd'hui, en 2024, on a beaucoup parlé des autres dynamiques en place, mais parlons de la dynamique des consommateurs. Nous voulons tous, certainement, les instruments TIC les plus sophistiqués, mais quand il s'agit de l'innovation et de la technologie dans le système alimentaire, là, cela crée des tensions. Pour ce qui a trait à l'attitude des consommateurs, des changements socio-économiques dans lesquels les consommateurs recherchent, et on entend cela, des produits libres d'OGM, ils veulent manger vegan, etc., etc. La liste est très longue. Et donc, dans le domaine de l'agriculture, on se retrouve dans une dynamique très tendue entre les agriculteurs et les consommateurs. Et je crois que nous sommes certainement dans un endroit où nous n'allons pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contrat social tel qu'on l'avait précédemment, mais il faut trouver peut-être un dénominateur commun. Et moi, d'être devant vous, d'être devant la DG, d'avoir cette DG devant moi, assise en face de moi, et de représenter la FAO, je crois que des endroits tels que l'OMC, des endroits tels que la FAO sont des endroits où tout ce qui est compliqué, tout ce qui est controversé doit être débattu. Ce n'est pas facile. Et d'avoir une entité de la FAO qui parle de biotechnologie, de production de viande à base de plantes, etc., tout cela, c'est extrêmement
compliqué parce que c'est controversé. Il ne s'agit pas seulement des gouvernements, il s'agit des consommateurs également qui ont une communauté qui est très forte au niveau réglementaire. Mais ce que je veux dire ici, c'est que peut-être que ces éléments ne vont jamais trouver de solution, mais je crois que cela dit beaucoup de la valeur de l'OMC et de la valeur de la FAO parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, si ce n'est pas lors de forums tels qu'aujourd'hui, quand est-ce que nous allons avancer? Sinon, on peut mettre la tête dans le sable, il y a des distorsions sur le marché, les schémas commerciaux sont complètement perturbés et on a une approche très fragmentée de l'agriculture. Mais pour certains d'entre nous, je crois qu'il faut que nous soyons ceux qui fédèrent, même si c'est lent, même si ce n'est pas confortable, même s'il est difficile d'arriver à une résolution. Nous le voyons très bien et c'est un de nos rôles clés, de notre fonction clé pour les membres qui ont vraiment à cœur l'avenir de la production agricole. And a global forum like this is Et un forum mondial tel que celui-ci, un forum public tel que celui-ci est le bon endroit pour avoir les conversations. Les choses se passent parfois trop vite et on n'arrive pas forcément à trouver une solution négociée sur ce sujet. Mais il est important d'en parler. Et si on revient un peu à l'OMC, la nécessité d'avoir un commerce agricole plus juste, plus équitable, plus transparent, ce dont on parle, si vous pouviez envoyer un message aux négociateurs en vue de la prochaine conférence ministérielle dans 2 ans. Quel serait-il? Les carottes et le bâton. Pardon, les incitations et les restrictions. Les carottes et le bâton, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux personnes de produire plus. Et si on ne se plie pas à certaines règles qui doivent être définies avec attention, eh bien alors, vous avez un problème. Mais tout ce qui vient d'être dit est parfaitement logique. Il faut commencer à avoir une conversation différente, une conversation partielle est peut-être la solution, pourquoi pas, mais on ne peut pas avoir une solution unique pour tous. Si on regarde les ressources naturelles, les aliments sont importants, mais le coton est-il différent? Quand on parle d'éthanol, quand on a des bulles dans votre Coca-Cola qui vient de charbon, par exemple, est-ce que c'est différent alors? Est-ce qu'on peut mettre tout dans le même sac? C'est un élément qu'il faut prendre en compte. Donc, si vous avez les bonnes incitations, ça fonctionne. Et la meilleure incitation, en général, c'est les marchés ouverts. Laissez-nous vendre et acheter, laissez les consommateurs choisir, acheter, et sans aucun doute, ça fonctionnera. Autre élément, c'est les restrictions, c'est de mettre des restrictions, la quantité de CO2, etc. Tout ceci peut être nécessaire en vertu de ce que pensent certains. Mais le problème est qu'il faut, au départ, laisser les personnes produire. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Alors, si je pouvais envoyer un message aux négociateurs, je leur dirais, pensez, tournez-vous vers l'avenir. Pas forcément sur ce qui se passe aujourd'hui, en termes de comment vous ressentez tous ces sujets et toutes ces décennies que l'on a passées sur des éléments spécifiques et que l'on n'arrive pas à digérer. Une partie de tout cela me rappelle aussi un livre sur pourquoi est-ce que les hommes politiques mentent sur le commerce. C'est un commerce très sympa, un livre très sympa, très intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne s'agit pas simplement de ce que disent les hommes politiques et ce sur quoi ils mentent, c'est surtout ce qu'ils ne disent pas. Et il faut garder ceci à l'esprit quand on entre dans la salle de négociation aussi. Et ensuite, quand on rentre chez nous et que l'on essaie de vendre à notre pays ce sur quoi on est tombé d'accord. Certains pays ont pris des réformes agricoles difficiles, mais en fin de compte, ils s'en sont sortis. Regardez la Nouvelle-Zélande, qui dans les années 80 a réduit drastiquement le soutien pour le secteur agricole. Il y a eu beaucoup de craintes. On avait peur que ceci génère une véritable catastrophe et que les agriculteurs allaient quitter le secteur. Seul 1% a quitté le secteur. Je pense que c'est important. Parce que quand on regarde l'état de la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, je vois les exportations de Nouvelle-Zélande partout sur les supermarchés. Ils ont prospéré. Et c'est une vraie leçon pour nous. Donc la réalité est que les décideurs politiques, et ça revient à ce que vous disiez, Diana, il y a des échanges, des vases communicants. Et il faut être honnête quant à quels sont ces échanges possibles. Expliquer
ce sur quoi il faut que l'on cède pour avoir quelque chose de mieux à l'avenir. Donc je pense que pour les négociateurs, mon conseil serait tournez-vous vers l'avenir. Merci. Je sais qu'il y a beaucoup de négociateurs dans la salle et parfois, lorsque j'ai participé à des forums de négociation sur l'agriculture, les conversations sont parfois un peu plus dans le domaine des émotions que celle-ci. N'est-ce pas? Oui, allez-y. Si vous voulez intervenir, il nous reste quelques minutes pour les questions. Pas des interventions longues, s'il vous plaît. Je suis Alira Nesson. J'étais conseiller auprès du ministre du Commerce américain. Je pourrais passer toute la journée à parler des fertilisants, mais c'est symptomatique d'un sujet plus large. Au cours des dernières années, nous avons vu que la quantité d'obstacles pour avoir accès aux fertilisants dans les pays en développement devient un vrai problème. Est-ce qu'on commence à se dire qu'il faut avoir une approche spécifique pour les pays en développement pour leur permettre d'utiliser plus de fertilisants, alors qu'on a des problèmes qu'il faut pas qu'il y a des sujets qui n'ont pas été notifiés à l'OMC, ou alors on se dit que cela contribue au changement climatique et il faut trouver des cultures découlant des OMG plus résistantes aux effets climatiques. Est-ce qu'on peut réconcilier ces deux positions? Très bonne question. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Allez-y. Bonjour. C'est un plaisir de pouvoir prendre la parole. La discussion est très intéressante. Je suis Belén Gracia, j'étais négociatrice commerciale en Argentine. Ma question est la suivante, à l'attention de Madame la ministre Mondino. J'ai participé à un groupe de discussion ce matin dans lequel on nous a suggéré que, étant donné que nous n'avions pas de pouvoir très lourd à l'OMC, il faut essayer de trouver des pouvoirs intermédiaires. Et je me demandais quel est le rôle que vous voyez pour les pays d'Amérique latine et d'Afrique dans ces discussions à l'OMC et à quel moment vous pensez qu'il faut faire bouger le curseur pour que ces discussions d'agriculture avancent? Merci. Monsieur, au fond. Merci beaucoup. Princeton Benergy du Centre des études de l'OMC. Madame, vous avez parlé des manifestations agricoles qui ont eu pendant l'été. Un point est commun. Les agriculteurs nous disaient, ne nous laissez pas à la merci des marchés. Et si on respectait ce qui semble être le consensus de cette tribune, à savoir que ce sont les agriculteurs qui en savent le plus, eh bien, essayons d'entendre ce qu'ils disaient dans leur manifestation. Ils disaient que les marchés étaient volatiles, qu'il y avait des problèmes de changement climatique, etc., et qu'ils ont besoin de soutien, de vrai soutien. Comme les consommateurs dans les pays en développement, parce qu'il y a un vrai problème de sécurité alimentaire et de famine dans ces pays en développement. Alors, quelle est la réponse de la table ronde à ce problème? Merci. Dernière question, Madame, allez-y. Puis, nous entendrons les réponses. Merci beaucoup. Je suis Madame Young-Graal et je représente l'Union des agriculteurs de Norvège. Nous faisons partie aussi de l'organisme représenté par Monsieur Pora. Pour répondre à la déclaration d'Andrea, je crois qu'on n'a pas bien entendu la dernière phrase sur le soutien interne, parce que nous voulons avoir un soutien interne nous voulons arrêter ou supprimer le soutien interne qui a un effet négatif sur les marchés. Donc je pense qu'il y a un grand nombre d'agriculteurs dans le monde, y compris des petits agriculteurs, des agriculteurs au niveau familial, au nord, au sud, dépendent du soutien et des droits de douane pour pouvoir produire. C'est la raison pour laquelle je trouve que ce compromis entre les agriculteurs des différentes parties du monde, disant qu'il faut avoir des règles commerciales qui leur permettent de produire, y compris dans des secteurs où on n'est pas concurrentiel dans les marchés mondiaux. Et il faut qu'on puisse faire cela pour produire 70% de plus. Et j'aimerais savoir quelle est votre vision de tout cela, parce que les droits de douane et le soutien sont nécessaires pour que certains petits agriculteurs survivent. Merci beaucoup. Vous avez entendu les questions. Certaines vous ont été adressées personnellement. Répondez-y, mais vous n'avez pas à répondre à toutes les questions cependant. Nous allons continuer, puis malheureusement, il faudra clôturer la discussion.
Oui, je crois que je vais aborder le sujet sur les fertilisants, notamment les engrais, qui bien entendu a reçu l'attention du monde entier, notamment au moment de l'émergence de la guerre en Ukraine, du fait de la domination mondiale de cette région pour la production d'énergie, les céréales et les engrais. Lorsqu'on parle d'engrais, on parle de l'avenir de l'Afrique et souvent on met l'accent sur combien la productivité est basse et quels sont les taux d'application des engrais en Afrique. Et la réaction est souvent de dire il faut que ces chiffres montent. L'Afrique a besoin de plus d'engrais, plus de fertilisants. Et pour en revenir à ce qui a été dit par Ina, il faut se tourner vers l'avenir. Et vraiment, il s'agit là d'un tournant dans l'histoire. Et le moment est venu de se demander si le problème n'est pas la quantité des engrais, ou est-ce qu'il ne s'agirait pas de la précision avec laquelle on utilise les engrais? Et c'est là-dessus que l'innovation et la technologie entrent en jeu, avec à la fois l'émergence de l'agriculture de précision, avec les outils modernes. L'AFA au travail à l'heure actuelle, avec quelques donateurs en Afrique, ont fait de la cartographie des sols, numériser tout ceci et faire un travail numérique pour comprendre les différentes strates, les différentes variétés de sols, de terroirs, pour savoir quand il faut mettre des engrais. Et si on a besoin de mettre des engrais, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de mettre l'engrais partout de la même façon, du potassium, du nitrogène ou autre, non, de l'azote et autres, et se dire on met tout la même chose partout et ça arrivera à des résultats différents. Non, non, ce sont des outils d'agriculture de précision qui sont très utiles avec une meilleure utilisation. Et à l'avenir, il y aura un vrai potentiel, à mon avis, pour les biostimulants, les fertilisants basés sur le bio, des intrants biologiques qui vont aussi changer l'approche que l'on aura, pas simplement pour faire monter la productivité, mais aussi pour répondre à la demande de solutions plus naturelles. Il va falloir trouver un entre-deux là-dessus. Et on n'est pas très loin de le trouver. Et de nombreuses personnes demandent que l'Afrique soit sur le devant de la scène de ces innovations. Merci, Andrea. Alors, quelques commentaires sur différentes questions. L'innovation, 100% d'accord. Mais il faut qu'elle soit orientée vers les agriculteurs et demandée par les agriculteurs, qu'ils travaillent avec les scientifiques pour concevoir des outils, des applications qui soient adaptées à leur travail. Écoutez les agriculteurs, c'est nécessaire. Écoutez le syndicat aussi. Il donne un message qui est clair. Je crois qu'en fin de compte, il ne s'agit pas simplement de parler de subventions, il faut aussi se dire qu'il faut qu'ils aient un prix juste pour ce qu'ils produisent. Et il ne faut pas utiliser ceci pour justifier une absence de revenus, sans quoi on ne reconnaît pas leur travail et on condamne les agriculteurs à devenir moins un acteur économique, mais plus un pion. Or, si on veut travailler sur la durabilité, il faut toujours inclure les trois piliers, la durabilité, la pérennité économique aussi et la transparence. Merci. Oui, je vais répondre à quelques questions, mais pour parler dans les grandes lignes et en se demandant ce que l'on peut faire pour arriver à un consensus sur les sujets les plus épineux qui ont été soulevés aujourd'hui. Si on pense à une des choses sur lesquelles on n'est pas très bon, c'est la transparence. Et si on regarde les notifications, le comité agriculture, j'ai participé à des comités de l'OMC, j'ai regardé en ligne quel était le nombre de notifications. Je dois reconnaître que j'ai été quelque peu surprise, mais peut-être pas tant que ça au vu de la nature du sujet. 24 membres seulement ont pleinement notifié leurs subventions agricoles. Ça, c'est un problème. Si on veut avoir une conversation honnête pour savoir ce qu'il faut faire, il faut qu'on sache ce que fait chacun. Et il faut que l'on puisse mieux coordonner nos efforts pour ne pas générer de distorsions qui viendraient nous cueillir par surprise à l'avenir. Donc on parle de la volatilité des marchés, les subventions contribuent aussi à cela. Il faut donc que l'on ait cette conversation ici. Je pense que c'est le bon endroit pour avoir cette discussion à l'OMC,
qui a de très bons outils pour améliorer la transparence et les membres devraient être prêts à avoir cette discussion et à pleinement notifier tout ce qu'ils doivent notifier pour qu'on puisse commencer à avoir cette conversation difficile. Merci. Diana? Pour ce qui est des marchés ouverts, eh bien, je vais dans le même sens. Les marchés ouverts, ça ne veut pas dire du tout que les agriculteurs sont à la merci du marché. Non, des marchés ouverts, cela signifie pouvoir vendre à ceux que vous voulez, si on vous le permet. Et il faut envisager d'autres outils de telle sorte que lorsqu'il y a des difficultés, un fléau, une catastrophe naturelle, eh bien qu'il y ait plusieurs possibilités qui s'offrent aux agriculteurs. Et puis en ce qui concerne la question, ce qui concerne les pays à revenus intermédiaires, et si l'on parle des producteurs, eh bien, certains pays sont très producteurs pour certaines denrées en particulier. Et le problème devient indépendant. Je soutiens la chaîne de valeur. Bien, le pays du chocolat, qui est la Suisse, ne produit pas de cacao. Donc, la chaîne de valeur doit pouvoir avoir son mot à dire. Le Bangladesh ne produit pas de coton, enfin je ne sais pas, je ne crois pas. Et donc, il faut considérer les choses dans leur ensemble, il faut les intégrer plutôt que de regarder les choses sur un produit spécifique. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûre d'avoir résolu tous les problèmes en suspens. La DG est partie. Peut-être qu'elle est partie pour résoudre les problèmes se fondant sur nos conseils, peut-être. Mais enfin, nous avons abordé des thèmes intéressants qu'ils devaient être amenés à la conversation. Merci de vous associer à moi pour les remercier par des applaudissements.